Bonjour à tous, Bernard Gaillot, je suis très heureux, très honoré de vous retrouver aujourd'hui pour partager sur un thème d'actualité qui est le thème de la décision dans l'incertitude. Comment préparer sa décision, comment manager l'incertitude pour décider de manière performante. Et donc c'est une grande joie pour moi de vous accueillir aussi nombreux, puisque en l'espace de moins d'une semaine, vous êtes plus de 200 à vous être inscrits pour cette conférence, pour ce moment de partage. Donc merci infiniment, je suis très honoré que vous ayez répondu. Je ne sais pas si c'est pour mes beaux yeux ou plutôt pour le thème qu'on va aborder tous ensemble. Alors, je vais l'aborder avec un prisme particulier, puisque je vais m'appuyer à la fois sur mes 30 ans de vie militaire, mais aussi sur les 5 ans que je viens de passer en tant que directeur du CPA France, qui est une formation pragmatique, diplômante, humaine, de dirigeants d'entreprise par des dirigeants d'entreprise. Donc, encore une fois, quelques règles avant de se lancer. D'une part, quels sont mes objectifs? C'est de vous inspirer en incarnant un certain nombre de points sur l'incertitude, en partageant quelques clés, quelques outils. Et bien évidemment, puisque c'est une des questions qui a été posée en amont, eh bien, je vous transmettrai l'intégralité de cette présentation. Concernant les questions, une vingtaine d'entre vous ont déjà posé des questions en amont, donc j'y répondrai au travers de la présentation. Et puis, si d'autres ont des questions, n'hésitez pas à reprendre contact. Vous aurez mon numéro de téléphone, vous aurez mon adresse mail et vous avez le lien LinkedIn. Donc, j'y répondrai avec grand plaisir. Dans une première partie, je vais présenter un petit peu votre intervenant. Alors, même si vous avez quasiment tout sur LinkedIn, néanmoins, qu'est-ce qui me permet aujourd'hui de vous parler de l'incertitude et de la décision dans l'incertitude, autant sur le plan militaire que sur le plan du dirigeant d'entreprise? Eh bien, d'abord et avant tout, c'est mon passé militaire. 30 ans dans l'armée, essentiellement passé dans les chasseurs alpins, mais aussi en école de formation à Saint-Cyr, à Polytechnique, où j'ai terminé ma carrière, et puis à l'OTAN, où j'ai effectué 3 ans sur le renseignement à Mons en Belgique. Donc je vais m'appuyer un petit peu sur toute cette carrière militaire, à la fois tournée vers l'opérationnel, beaucoup d'opérations à l'étranger, en Bosnie, au Kosovo, au Tchad, en Centrafrique, et opérations emblématiques dont je vais plus particulièrement parler en Afghanistan. Tourné vers le renseignement, petites équipes, commando de montagne, moyennes équipes au niveau régimentaire, et puis renseignement stratégique à l'OTAN. Et puis enfin la formation d'appelés au tout début de ma carrière, des jeunes qui rentraient parce qu'on leur demandait, et les faire grandir, après des engagés, et en particulier des commandos de montagne, donc des gens brillants, forts, beaucoup de caractère, et puis comment là aussi on fait grandir ces jeunes, et puis que ce soit à Saint-Cyr, que ce soit à l'école Polytechnique, plutôt là former des cadres, futurs chefs militaires ou futurs dirigeants de la nation. Et puis m'appuyer également sur ces 5 ans passés au sein du CPA France, donc entité que je vais vous présenter parce que c'est le CPA qui vous invite aujourd'hui, durant lesquels j'ai pu mieux connaître le monde de l'entreprise et puis accompagner des dirigeants de TPE, de PME, d'ETI, de grands groupes, et bien justement à travailler sur le management, sur la stratégie, en partageant des outils, des méthodes et des postures. Le CEPI, tout d'abord, donc créé en 1953 par la famille Mullier, qui voulait former les cadres des entreprises, en particulier dans la région nord à l'époque, et donc une entreprise très tournée vers la formation humaine, pratique,
non seulement de dirigeants, mais également de cadres de tout niveau, des managers, des leaders et des dirigeants d'entreprise. Aujourd'hui, le CEPI a un nouveau tournant depuis début juillet, puisque le CEPI a quitté l'actionnariat Chambre de commerce et est porté par 38 actionnaires, dirigeants, la plupart anciens CPA, donc qui connaissent parfaitement le monde de la formation de dirigeants, qui connaissent parfaitement l'ADN du CEPI et qui se sont lancés dans cette aventure parce que convaincus de l'intérêt, de l'importance d'avoir une école de formation de cadres humaine, pratique et qui de fait se différencie beaucoup des grandes écoles. Donc un CEPI qui est tourné essentiellement aujourd'hui vers la performance, utiliser toutes les contraintes pour les transformer en opportunités, et ce en accompagnant de manière très fine, co-construite avec chaque entreprise, eh bien, les cadres et les entreprises de la région Hauts-de-France, mais pas que. Le CPA fait partie de cette structure puisqu'on a 3 parcours de formation. Le premier, la formation des dirigeants, centre de perfectionnement aux affaires, dont je vais vous en parler plus en détail. Ensuite, le parcours leader stratégique, donc formation des directeurs de BU, formation des membres de CODIR, et puis un parcours manager opérationnel, donc jeunes managers, managers de managers, qui viennent se former et qui obtiennent un diplôme. Et ce, avec les mêmes points spécifiques de la formation, l'humain, la pratique et la co-construction avec chacun et avec les entreprises. Et en particulier, eh bien, nous proposons également des formations sur mesure. Ça peut être des formations de dirigeants, de leaders ou de managers qui sont adaptées aux entreprises et qui sont de fait plutôt tournées vers l'intra. Tous les dirigeants d'un même groupe qui veulent se former sur la stratégie, sur la posture du dirigeant, peuvent de fait faire un CPA court en intra. Nous avons des partenaires prestigieux, l'École Polytechnique, HEC Montréal, Saint-Cyr Formation Continue, et puis le ministère des Armées, l'OTAN, avec lesquels eh bien, nous tissons des liens et nous formons des dirigeants aussi de ces structures. Alors le CPA, qu'est-ce que c'est? Une grande histoire, créée en 1929 par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. En fait, le CPA, tout simplement, c'est le précurseur des exécutifs MBA, d'HEC, de l'EM Lyon, de TBS. Et ici, dans la région Hauts-de-France, eh bien, le CPA ne s'est pas transformé en exécutif MBA, ne s'est pas rapproché d'une école de commerce, mais a conservé sa particularité historique, c'est-à-dire former des dirigeants par des dirigeants de manière pratique et avec l'obtention d'un diplôme RNCP 7. La vision du CPA que je dirige aujourd'hui, bien former des dirigeants pour générer de l'emploi, créer de la richesse, et puis avec un parcours qui de fait va faire passer de l'opérationnel au stratégique. Et pour l'entreprise, eh bien, c'est extrêmement précieux qu'un de ses dirigeants puisse se poser pour prendre par le partage un certain nombre de paramètres pour les transposer ensuite à l'entreprise, pour s'inspirer d'outils, s'inspirer de méthodes, de manière, là aussi, à transformer, à concrétiser, à développer la performance de l'entreprise. Alors, comment on se forme? 3 piliers, je dirais, pédagogiques dans cette formation CPA. À la fois une formation pratique, qu'on appelle expérientielle, une formation de partage entre dirigeants, grande hétérogénéité dans les promos, 23 ans, 59 ans à Nantes aujourd'hui, de la TPE jusqu'au grand groupe, en passant par la start-up, et puis avec un accompagnement individualisé dans la durée. Avant la formation, le montage des dossiers, pendant la formation bien évidemment, mais surtout après, où on est toujours en interaction parce qu'on a créé des liens très forts. C'est une belle aventure transformante, au dire de nos CPA. Et puis, on a 3 modules de formation, à la fois les fondamentaux de l'entreprise, l'analyse et le déploiement de la stratégie, et puis enfin, eh bien, travailler sur la posture du dirigeant. Et ces 2 points en particulier, eh bien, on va les retrouver sur cette thématique de la gestion de l'incertitude, que ce soit sur l'aspect managérial ou sur l'aspect stratégique.
Le CPA aujourd'hui, où en est-il? Eh bien, il est en train de se déployer. Déployer puisque la structure est partie de Lille, puisque aujourd'hui, le CEPI porte à la fois le diplôme et la marque CPA France. Et de Lille, eh bien, il y a 4 ans, nous avons créé un CPA à Lyon, porté par Atis, qui est une structure portée par des anciens CPA. Il y a 2 ans à Nantes. Cette année, nous créons un CPA à Toulouse. Et en janvier 2026 à Casablanca. Donc nous sommes aujourd'hui en train de nous déployer d'un point de vue géographique, mais aussi d'un point de vue thématique, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, nous offrons un parcours intra à des groupes qui souhaitent se former, former leur cadre en même temps, partager sur la stratégie de leur entreprise avec méthode, partager sur la posture du dirigeant. Et on va rejoindre ce point maintenant en abordant directement le thème de ce partage, décider dans l'incertitude, quand le management et la stratégie, j'ai rajouté et la stratégie militaire, peuvent inspirer les dirigeants d'aujourd'hui. Alors vous voyez, j'ai 2 photos sur la diapo que vous voyez. La mienne, comme commandant de promotion de l'école polytechnique, c'est là où j'ai terminé ma carrière militaire il y a 6 ans. Et puis celle de Joël Tout-le-Monde, qui était directeur de Deviane, une entreprise textile du Nord. Et en fait, pourquoi je l'ai mis en photo? Parce que tout simplement, nous avons fait une conférence sur ce sujet il y a quelques années. Il est décédé depuis, mais c'était quelqu'un qui incarnait justement cette décision dans l'incertitude et ce courage managérial, puisque sachant qu'il avait un cancer, eh bien, il a racheté son entreprise à la barre du tribunal pour ses collaborateurs, et je trouve que je souhaitais lui rendre hommage aujourd'hui parce que c'est quelque chose de très fort, et je pense que les militaires également, j'inverserai la question initiale, les militaires peuvent s'inspirer également des dirigeants pour le management et la stratégie de l'incertitude. 3 parties, l'incertitude comme facteur partagé avec le monde militaire. Deuxième partie, eh bien, plutôt tournée vers le management, comment discerner, comment décider, comment agir face à l'incertitude. Et puis enfin, quelques outils partagés sur la méthode d'analyse de cette incertitude, que ce soit au niveau militaire, mais aussi au niveau des dirigeants d'entreprise. Donc, un facteur partagé, j'aime beaucoup cette vidéo de Charles Pépin qui intervient beaucoup, notamment auprès de dirigeants, à l'APM en particulier, qui parlait de l'incertitude. Donc vous pouvez retrouver sur YouTube cette présentation, comment retrouver de la confiance dans l'incertitude. Et en fait, il partait d'un concept que l'incertitude fait partie inhérente de notre vie. Heureusement que nous sommes confrontés à l'incertitude, parce que sinon, nous n'aurions pas de liberté, nous n'aurions pas la possibilité de choisir. Donc oui, et un grand oui, l'incertitude est un facteur générique que nous partageons tous, militaires comme membres de la société civile, membres des entreprises, et comme individus. Et donc ça fait partie de ces facteurs-là, ce facteur-là qui est un facteur marquant, qui potentiellement peut s'accélérer, et en particulier lorsque nous sommes en opération extérieure, la photo de droite, où je suis en Afghanistan, où j'ai passé 7 mois, et où les facteurs d'incertitude étaient extrêmement marqués. Je vais en parler un petit peu dans cette première partie. Alors j'ai fait des études d'histoire, des EA d'histoire à la Sorbonne, et j'aime bien revenir à l'étymologie des mots. Alors quand on regarde, on lit la définition d'incertitude, caractère de ce qui n'est pas certain. Bon, là, on ne va pas avoir beaucoup d'éléments qui vont nous aider dans notre cheminement aujourd'hui. En revanche, impossibilité dans laquelle est une personne de connaître ou de prévoir un fait. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant, en particulier pour managers, pour des dirigeants, parce que souvent, eh bien, on va demander aux dirigeants d'anticiper, de prévoir. Et de fait, eh bien, face à l'incertitude, il est extrêmement complexe de décider, de prévoir, et d'où la difficulté d'être à la fois manager et stratège dans l'incertitude. Et on va essayer d'avancer sur ce sujet. Alors, deuxième point important, eh bien, là, je pense que tout le monde est familier avec le concept VUCA. VUCA, c'est les Américains qui, après la chute du mur de Berlin, ont dit on rentre dans un nouveau monde qui va être généré par des paramètres particuliers que sont la volatilité, l'incertitude, la complexité et l'ambiguïté.
Et donc on voit bien que ce facteur d'incertitude est un facteur particulier qui, je dirais, s'est accéléré après la chute du mur de Berlin. Nous passions d'un monde bipolaire où les choses étaient plutôt claires à un monde multipolaire, et on le voit aujourd'hui d'un point de vue géopolitique. On a une très belle conférence le 26 septembre à l'ICAM, à Lille, lors de la remise des diplômes des CPA, sur ce sujet avec Alain Juillet, qui a été directeur de la DGSE, qui a créé l'école de guerre économique, et qui va en particulier parler de cette incertitude géopolitique, qui est un facteur macro que les dirigeants d'entreprise doivent prendre en compte. Ensuite, pour rentrer un peu plus dans le sujet et dans le parallèle avec le monde militaire, eh bien, j'aimerais partager un peu de mon aventure en Afghanistan. C'est une des opérations à laquelle j'ai participé, avec une task force, donc qu'on appelait donc un régiment de chasseurs alpins qui a associé une vingtaine d'entités différentes pour partir en Afghanistan pendant 7 mois. Et en fait, vous parlez un petit peu de cette aventure où nous avons été confrontés à l'incertitude, et ce qui nous permet de partager, peut-être de faire le parallèle avec ce que vivent les dirigeants d'entreprise, même si peut-être il n'y a pas autant d'enjeux, je dirais, éthiques liés à la vie ou à la mort, quoique. Alors, tout d'abord, et cette fresque en parle bien, nous sommes arrivés en Afghanistan de novembre 2009 à juin 2010, et juste après un changement majeur stratégique de l'OTAN, qui était de passer d'une stratégie de guerre, de coercition, où il fallait éradiquer une menace talibane, les talibans, mais aussi Al-Qaïda, à une stratégie dite d'influence, de contre-insurrection. Et pour un militaire, eh bien, autant il est prêt à faire la guerre, autant faire un travail d'influence, et on l'a très bien vu notamment en Algérie. J'ai écrit un livre intitulé « De l'Algérie à l'Afghanistan ». Eh bien, c'est compliqué pour un militaire. Alors oui, il est en capacité d'adaptation extrêmement réactive, mais de là à travailler, à gagner les cœurs et les esprits, puisque c'était en Algérie, la devise était « gagner les cœurs et les esprits ». En Afghanistan, « win hearts and minds », exactement la même devise, le même objectif, se rapprocher de la population pour reconstruire durablement un pays. Et donc, cette évolution de la stratégie, avant qu'on se prépare et qu'on s'engage sur ce théâtre, eh bien, a participé à générer beaucoup d'incertitudes, autant au niveau stratégique qu'au niveau du commandement de nos hommes. Qu'est-ce qu'on va faire réellement? Comment on s'y prépare? Et là aussi, l'armée a une capacité d'adaptation pour préparer ces unités. De fait, on s'est appuyé sur ceux qui avaient vécu ces expériences-là pour se préparer et pour réduire, puisque c'était une des questions qui était posée, réduire les champs d'incertitude. Mais est-ce que ce n'est pas tout simplement ce que vivent déjà la population, mais aussi les dirigeants d'entreprise aujourd'hui, avec les décisions très brutales du président Trump pendant le Covid, de même, où il y a eu des décisions qui ont profondément changé les facteurs macro de l'environnement des entreprises. Et puis, alors j'ai accompagné récemment les commissaires de justice, eh bien, le président Macron qui décide en 2022 de supprimer en fait cette différence entre les commissaires-priseurs et les huissiers de justice et de ne faire une fonction, qu'un métier appelé commissaire de justice. Là aussi, ce sont des facteurs d'incertitude macro auxquels l'entreprise, auxquels le monde, auxquels l'individu doit s'adapter. Après avoir évoqué ces facteurs macro, bien, je vais partager sur les facteurs mezzo, c'est-à-dire médians, quand on analyse un environnement d'entreprise, eh bien, c'est l'incertitude externe, mais plutôt tournée vers l'environnement plus proche des dirigeants des entreprises. Au niveau de l'Afghanistan, nous étions confrontés à la pugnacité, voire à l'intelligence
des adversaires. On nous avait dit, bah, vous avez en face de vous des talibans, ce sont des paysans qui ont des armes et qui sont sous-armés, sous-équipés. Et pour autant, ils ont causé énormément de dommages et ont généré beaucoup de pertes. Et l'exemple que vous avez sur la photo de gauche, donc base avancée de Tagab, c'est là où nous étions basés pendant les 7 mois de présence en Afghanistan, eh bien vous avez des petites croix rouges. Eh bien ces petites croix rouges sont les impacts d'obus, de roquettes, hein, qui ont généré beaucoup d'incertitudes chez nous parce que, bah, en se couchant le soir, on ne savait pas si le lendemain matin, on allait encore être présent. Et ces roquettes étaient posées à même le sol et sans lance-roquettes et pour autant étaient extrêmement précises. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'en face de nous, on avait des talibans qui s'adaptaient parfaitement. Et l'image centrale en est un exemple très concret. Une journaliste, à la fin d'une opération dans les vallées afghanes, vient me dire, bah, regardez cette photo, elle est remarquable, on voit des gendarmes français, des policiers afghans, des chasseurs alpins français, des soldats afghans, et puis bah, une femme qui passe au milieu. Et puis en regardant de plus près cette photo, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout une femme, que c'était un homme déguisé avec une burqa. Et pourquoi? Parce que tout simplement, ils avaient exploité une de nos failles, c'est-à-dire si on n'avait pas de femmes dans des checkpoints, eh bien de fait, eh bien, on ne contrôlait pas les personnes. Et déguisé ainsi, eh bien, ce taliban nous a tiré dessus lorsqu'on est rentré dans la vallée, nous a retiré dessus lorsqu'on est sorti de la vallée, parce qu'il avait réussi à jouer sur nos points de fragilité, je dirais. Donc, voilà, pugnacité des adversaires, mais c'est un peu ce qu'on vit dans le monde de l'entreprise. On n'a pas en face de nous des amis, on parle de compétition, c'est quelque chose qu'on entend aujourd'hui. Néanmoins, on a des concurrents qui se battent pour leur survie, en particulier dans ce monde très incertain. J'ai accompagné L'Oréal en formation de dirigeants. Ils considéraient Unilever comme des ennemis. Ils avaient des mots très durs, des mots de guerre qui étaient partagés. Donc la concurrence, elle aussi, est acharnée. Et donc on peut un petit peu faire ce parallèle entre cette pugnacité des adversaires et des ennemis dans le combat militaire avec les concurrents dans l'environnement de l'entreprise. Mais c'est un peu la même chose avec les alliés. Nous avions 3 typologies d'alliés en Afghanistan. La population, bien évidemment, c'était le cœur de notre engagement, mais aussi les soldats, les policiers afghans, et puis les Américains qui étaient extrêmement nombreux. Et pour autant, eh bien, il y avait toujours ce petit sentiment de défiance. La population qui nous considérait le jour comme des amis et la nuit qui donnait aux talibans un certain nombre d'informations, l'armée qui jouait un double jeu également, et les Américains qui avaient leurs propres intérêts. Et de fait, il y avait un sentiment de défiance. Nous étions sur cette base avancée de Tagab avec les Américains, et en fait, les Américains ne partageaient pas le renseignement, alors qu'ils avaient plus de renseignements. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a de la défiance aussi avec ses partenaires, et c'est un peu la même chose dans le monde de l'entreprise. Est-ce que vous avez une pleine confiance en vos fournisseurs, en vos clients, en vos partenaires de tous ordres? Eh bien, eux aussi se battent pour leur survie et n'ont pas toujours les mêmes intérêts que vous. Donc, tout cela génère de l'incertitude dite mezzo. Et puis enfin, là je redescends encore d'un étage et je vais rentrer sur l'homme. La base de l'entreprise, la base de la troupe militaire, eh bien c'est l'être humain. Et donc en Afghanistan, le soldat avait une triple pression, à la fois liée à la fatigue, à la solitude et à la peur. La fatigue, eh bien, 7 mois en combattant quasiment 7 jours sur 7, en ayant à monter à plus de 1000 mètres d'altitude. Hein, le plateau de Kapisa était à 1500 mètres, on montait à 2000, 2500 mètres pour tenir les hauts avant de s'engager dans les vallées. Bah, tout ça, ça génère de la fatigue et il n'y a jamais d'instant de répit. La solitude, bah, vous voyez, je suis père de 6 enfants, j'ai quitté ma famille, je ne pouvais pas partager avec mon épouse, avec mes enfants, tout ce que je vivais. Et on a, de fait, on est confronté à un profond sentiment de solitude lorsqu'on est dans ces opérations extérieures. Et puis la peur, parce que à tout moment, je vous ai donné l'exemple des roquettes. Là, vous avez l'exemple des déplacements sur les axes, où vous avez des engins explosifs improvisés. Eh bien, vous êtes confronté à cette peur. Mais est-ce que le monde de l'entreprise n'est pas confronté également à ces peurs?
j'ai eu malheureusement, il y a quelque temps à Polytechnique, à souffrir du départ d'un de mes jeunes qui s'était suicidé. Aujourd'hui, on parle beaucoup de burn-out des dirigeants. Je pense qu'il y a aussi dans chacun d'entre nous ce sentiment de fatigue, de solitude, d'appréhension de l'avenir. Et tout ça participe à l'incertitude, je dirais micro, du monde de l'entreprise. Et tout ça, alors ces trois paramètres, macro, mezzo, micro, eh bien j'aimerais les recentrer autour de la personne humaine. En fait, l'individu, quel qu'il soit, est stratégique dans l'incertitude. Alors, oui, bien évidemment, le dirigeant, on le comprend parce qu'on lui demande de penser, on va lui demander de décider, on va lui demander peut-être aussi d'agir, de donner l'exemple. Mais est-ce qu'on ne demande pas à nos collaborateurs d'avoir aussi un rôle stratégique? Oui, on va lui demander d'agir, mais aussi on va lui demander de décider. Le jeune que vous voyez en photo ici, 19 ans, et il se retrouve au bout de son fusil avec un taliban qui porte un enfant. Qu'est-ce que vous faites? Le taliban le vise, tire dessus, vous tirez ou vous ne tirez pas? Eh bien ça, c'est une décision, un choix qui peut être stratégique parce que s'il tue l'enfant, de fait, il va causer des dommages collatéraux. Et de fait, ça va à l'encontre de la stratégie d'influence, de se rapprocher de la population, de construire une paix durable. Donc, vous avez des collaborateurs, vous avez des soldats qui, bien que jeunes, bien que acteurs, bien que experts dans leur domaine, doivent aussi décider, penser et, de fait, ont un rôle stratégique. On parlait de nos caporaux en Afghanistan comme des caporaux stratégiques. Et je viens de vous expliquer un peu pourquoi. On a parlé en première partie de cette particularité de notre monde actuel, alors du monde en général, mais aussi du monde actuel du militaire, mais aussi du dirigeant d'entreprise. Eh bien, je vais essayer de partager quelques idées sur comment manager l'incertitude. Et en premier lieu, eh bien, comment s'y préparer? J'ai la chance d'avoir été directeur de formation à Saint-Cyr, où j'avais 100 jeunes de 2006 à 2009 de la promo Segretin à former comme futurs chefs militaires, et quelques-uns sont partis au combat quasiment à l'issue de leur formation, de former des polytechniciens qui ont pris très vite des responsabilités, même pendant leur formation, puisque certains ont monté des entreprises pendant la formation, et puis la chance aujourd'hui eh bien, de former des dirigeants d'entreprise qui sont confrontés. Donc vous voyez, voir un petit peu comment on forme, formation initiale, formation continue, eh bien, nos dirigeants, comment on se prépare à faire face à ces facteurs d'incertitude. Et donc, je reviens sur ce triptyque intelligence, humanité et courage. Eh bien, en fait, c'est un peu là-dessus qu'on va axer nos formations à Saint-Cyr, à Polytechnique, mais également au CPA. L'intelligence, c'est cette capacité à voir haut, à voir loin, mais avec méthode. L'humain, eh bien, cette capacité à se rapprocher de ses collaborateurs tout en conservant son équilibre propre. Et en fait, le courage, eh bien, c'est cette capacité à décider, cette capacité à s'engager malgré eh bien, ces facteurs d'incertitude dont nous avons parlé. Alors, comment on travaille sur ces sujets? Eh bien, pour répondre et pour développer l'intelligence des futurs chefs militaires, des futurs cadres de la nation ou des dirigeants d'entreprise, on va travailler sur la culture. C'est le général de Gaulle qui disait la véritable école du commandement est la culture générale. C'est notamment un des facteurs qui nous différencie de Sanders, qui est l'école des formations des officiers de l'armée anglaise, qui n'ont que deux piliers de formation, la formation militaire et la formation humaine. Eh bien, à Saint-Cyr, eh bien, nous ajoutons le pilier culture générale. Ensuite, le deuxième point, c'est la méthode. Alors souvent, les Français ont tendance à faire confiance à leur instinct. On parle de French flair. Oui, mais dans l'incertitude, eh bien, il faut réduire les facteurs d'incertitude, notamment en utilisant des méthodes, et on en parlera tout à l'heure. Et puis, comment on va développer l'humain? Comment on va développer l'équilibre? Eh bien, par les mises en situation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort à Saint-Cyr. On forme des pairs par leurs pairs, c'est-à-dire par des militaires,
et en les mettant en situation de commandement, des situations extrêmement différentes. On part en montagne, on part en Guyane pour un stage commando, on part à Pau pour faire un stage de parachutisme. J'avais monté un combat avec des Anglais, donc commandement en anglais, avec des cultures différentes, des méthodes différentes. Et tout ça, eh bien, nécessite de l'adaptation. Et en fait, le fait de mettre en situation participe à ancrer durablement la formation et de fait à développer sa capacité à écouter l'autre, à faire grandir ses subordonnés, ses collaborateurs, et puis aussi à trouver ses points d'équilibre. On est tous différents, on a tous des points forts, des points de vigilance. Eh bien, plus on se confronte à ces mises en situation de dirigeants, de chefs militaires, plus on va se connaître et plus on va être en capacité de s'adapter. C'est ce qu'on fait régulièrement au sein du CPA avec nos dirigeants. La pédagogie est basée avant toute chose sur la pratique, avant d'en tirer des enseignements et de le transposer au monde de l'entreprise. Et enfin, eh bien, comment développer le courage? Eh bien, par le dépassement de soi. Alors, on n'est pas complètement maso dans le monde militaire. Oui, on va loin. J'ai fait un stage commando avec les SAS britanniques. J'ai été soumis à des interrogatoires assez brutaux, verbalement, physiquement. Pour autant, je suis pas, voilà, je suis père de famille, j'essaye de trouver mon équilibre dans ma vie quotidienne. Et en fait, qu'est-ce que ça a développé chez moi? Eh bien, cette capacité d'adaptation à des situations extrêmes, préparer ces combats vécus en Afghanistan, mais aussi développer en moi cette capacité de me connaître et de me dépasser. Et vous voyez, le meilleur exemple de ces dépassements, eh bien, c'est ce qu'on a vécu en Afghanistan. 7 mois, 7 jours sur 7, quasiment 24 heures sur 24, soumis à des tirs directs, des embuscades, indirects, les engins explosifs, voire les roquettes. Et pour autant, eh bien, on a gardé notre lucidité, notre capacité de décider, de commander nos hommes. Et pourquoi? Parce qu'on était préparé, parce qu'on avait appris à se dépasser et parce qu'on est allé chercher très profondément des qualités individuelles mais aussi collectives qui nous ont permis de nous dépasser. Et je synthétiserai cette diapo sur cette maxime, c'est à la fois penser, la conceptualisation, mais aussi vivre le management et la stratégie. Et c'est vraiment ce qui caractérise à la fois Polytechnique, Saint-Cyr et le CPA et d'autres formations également, qui sont basées sur le vivre et non pas uniquement sur la conception des choses, sur la conceptualisation des choses. Je voulais vous partager un texte qui me parle beaucoup, que j'avais donné à mes élèves de Saint-Cyr à la fin de leur formation, et j'ai eu la chance, il y a quelques années, de retrouver une de mes Saint-Cyriennes, qui est aujourd'hui lieutenant-colonel, et qui m'a dit, mon colonel, voilà, j'ai gardé cette image que vous nous aviez donnée avec ce texte sur l'exemplarité du dirigeant. Voilà. Donc, l'exemplarité qui est à la fois dans le comportement positif du dirigeant, mais aussi dans son comportement plus négatif, eh bien, on parle dans les formations management de symétrie des attentions. Si vous êtes un bon chef, si vous êtes un bon dirigeant, alors ça va rejaillir sur vos équipes et sur vos clients. Si tu faiblis, ils flanchent. Si tu doutes, ils désespèrent. Si tu critiques, ils démolissent. Donc tout est amplifié. La posture du leader est un facteur amplificateur pour ses équipes et puis de fait rejaillit sur son environnement plus général. Mais si tu marches devant, ils te dépasseront. Si tu donnes la main, ils donneront leur peau. Voilà. À partir du moment où le dirigeant va porter cette exemplarité, eh bien naturellement, il va être suivi. Et puis, alors, la dernière phrase qui a replacé dans son contexte, puisque c'était l'après-guerre, hein, Michel Menu est un résistant qui a créé le scoutisme, ou recréé le scoutisme en France, eh bien, cette prière qui fait de nos collaborateurs, de nos soldats, eh bien, des gens en capacité à transcender, et avec chacun sa forme de spiritualité. Une diapo qui est assez chargée, mais qui pour moi est assez complète
par rapport à un certain nombre de questions qui m'ont été posées sur le management dans l'incertitude. Et en fait, je reviens sur un triptyque qui m'avait été proposé par le général commandant les écoles de Couët-Quidan, formation des officiers. Il dit, vous devez amener vos élèves saint-cyriens ou d'autres écoles militaires, d'une part à discerner dans la complexité, à décider dans l'incertitude et à agir, voire à faire agir dans l'adversité. Et ça, eh bien, on retrouve un petit peu ce triptyque, l'intelligence, développer le courage intellectuel, la capacité à analyser malgré la complexité, le courage moral, cette capacité à faire des choix malgré l'incertitude, et puis enfin le courage, je dirais, physique, le courage humain, cette posture managériale qui est adaptée malgré eh bien, ce contexte d'adversité auquel on peut être confronté. Donc je rentre un peu dans le détail. Qu'est-ce qui participe à aider au discernement dans la complexité? D'une part, c'est l'agilité. Une des questions posées sur les formations agiles, oui, l'armée est peut-être pas formée sur les concepts plutôt anglo-saxons de la méthode agile, mais néanmoins éprouve cette agilité permanente, cette réactivité, cette capacité d'innovation. On ne voit pas toujours l'armée comme un facteur innovant. Et pourtant, vous voyez, lorsqu'on était en Afghanistan, on avait des programmes d'armement qui étaient déployés extrêmement rapidement pour justement s'adapter au contexte très incertain auquel nous étions confrontés. L'agilité, la méthode. Encore une fois, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, on dit oui, le French flair, oui, l'intuition, c'est bien. Mais néanmoins, eh bien, structurer les choses, avoir une méthode à laquelle se rattacher, et on en parlera dans la troisième partie, lors de l'incertitude, eh bien, ça permet d'éviter des catastrophes, d'éviter des morts, d'éviter des entreprises qui partent en faillite. Et puis enfin, garder la lucidité. La petite photo que je vous montre, alors vous ne voyez pas exactement, ce sont quelques talibans qui rentrent dans leur village et qui étaient des talibans qui maniaient parfaitement les roquettes et qui avaient participé à créer beaucoup d'incertitudes dans notre entité militaire en Capissa parce que, eh bien, ils tiraient des roquettes de manière de plus en plus précise, je dirais. Et un capitaine, donc qui commande 100 personnes, 150 personnes, nous dit je suis en mesure de détruire avec un missile eh bien, ces talibans et qui sont en train de rentrer dans leur village. Et là, on a eu donc le chef qui commandait, le général Ponce aujourd'hui, et puis son conseiller renseignement, son conseiller opérationnel, un temps très court pour décider, et finalement, on a décidé de ne pas tirer. Alors qu'on éradiquait de fait une vraie menace. Oui, mais c'était une menace opérationnelle. Rappelez-vous les enjeux, la stratégie en Afghanistan, gagner les cœurs et les esprits. Et en fait, quand on connaît la culture afghane, tirer dans le dos des talibans eh bien, était considéré comme une trahison. Et de fait, tous les efforts d'influence qu'on essayait de mettre en place eh bien, allaient être annihilés par cette réponse très opérationnelle de détruire un groupe de talibans très experts dans le maniement des roquettes. Et de fait, il a été décidé de ne pas tirer pour des raisons stratégiques. Et bien pour ça, il faut être extrêmement lucide. On a été confronté à des morts, on a été confronté à des blessés, et malgré tout, alors que c'était quasiment à la fin de notre temps sur place, des 7 mois passés, eh bien, on a eu cette lucidité profonde de reposer les points stratégiques de la décision grâce à une méthode et grâce à cet aspect de lucidité qu'on avait entretenu, notamment en faisant de la sophrologie. Oui, on faisait de la sophrologie en Afghanistan pour garder cette lucidité, cette clarté dans nos esprits. Décider dans l'incertitude, eh bien, on en a un petit peu parlé, eh bien, il faut être courageux moralement pour dire on y va alors qu'on n'a pas tous les paramètres. Rappelez-vous la définition de l'incertitude, caractère de ce qui n'est pas certain, mais incapacité de décider parce que
de fait, on n'a pas tous les paramètres. Eh bien là, on va demander aux dirigeants, on va demander aux leaders de s'engager, de prendre des décisions malgré eh bien, ces facteurs profondément incertains. C'est du courage, ça s'entretient et on y travaille notamment dans les préparations dont je vous parlais tout à l'heure, les formations dont je vous parlais. Le courage psychologique, là aussi. Souvent, eh bien, on voit des dirigeants qui se laissent complètement déstabilisés par des petits grains de sable qui viennent s'insérer dans une stratégie bien établie. Eh bien, là aussi, on demande aux dirigeants de garder cette capacité à ne pas se laisser déstabiliser par des facteurs anxiogènes. Et Dieu sait si aujourd'hui, il y en a, notamment sur le monde géopolitique, donc l'environnement macro du dirigeant. Et puis, dans l'incertitude, on va demander aux dirigeants, en particulier dans la gestion de crise, eh bien d'être un diffuseur de sérénité versus un diffuseur de stress. Vous avez beaucoup de dirigeants qui, mal formés, mal préparés, eh bien, vont générer du stress dans leurs équipes parce que, eh bien, ils sont stressés par les paramètres d'incertitude ou par leur N+1, leur N+2 qui leur mettent la pression. Eh bien, là aussi, conserver cette sérénité qui permet aux équipes de travailler proprement et de fait à l'entreprise d'être plus efficace. Enfin, agir dans l'adversité. Alors, j'irai même plus loin, c'est faire agir. C'est-à-dire qu'il y a cette capacité d'engagement, d'exemplarité dont on a déjà parlé, mais aussi de montrer le chemin. Tout à l'heure, j'avais évoqué la différence entre le leadership et le management. Management est plutôt une gestion des choses. Hein, to manage en anglais, c'est gérer les choses, donc avec un aspect assez technique. Et le leadership est plutôt un aspect humain, un aspect engagement, to lead, conduire, diriger, entraîner. Eh bien, voilà, c'est avoir cette capacité à entraîner ses équipes de par son engagement, de par ses décisions intelligentes, comprises, expliquées. Et donc, de fait, pour agir dans l'adversité, pour faire agir dans l'adversité, le dirigeant doit s'entraîner, doit entraîner ses équipes, d'une part à être solide physiquement, la capacité à durer, hein, une des devises des commandos français, être et durer, voilà, cette capacité à se connaître, à connaître ses limites, cette capacité à faire des choix qui soient équilibrants pour soi et pour ses équipes, c'est ce que j'appelle un peu de la force physique, ce juste équilibre entre l'exigence et la bienveillance. Hein. Souvent, est-ce qu'on doit être exigeant, est-ce qu'on doit être bienveillant? On parle beaucoup aujourd'hui de monde bienveillant, on occulte parfois l'exigence et ça revient de plus en plus aujourd'hui. Et puis, une des réponses, c'est l'assertivité. Je vais le détailler après, donc j'en parle pas ici, et l'exemplarité qu'on a déjà évoquée. Alors justement, un des texte que j'apprécie beaucoup aussi de Kipling, la résilience du dirigeant. Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie, hein, que ce soit le militaire, que ce soit le dirigeant d'entreprise, de Viane, hein, Joël Tout-le-Monde, et en un mot, te mettre à rebâtir. Voilà, oui, j'ai pris une claque, mais je ne vais pas me laisser déstabiliser et je vais m'engager. Subir, voilà, d'un même front, ces deux menteurs que sont la défaite et le triomphe. On a quelques quick wins, et puis à côté de ça, eh bien, on a des échecs. Ben oui, mais comment le dirigeant va rester lucide, va garder son cap, sa vision durable, malgré eh bien, des facteurs d'incertitude prononcés. L'assertivité, ça m'intéresse parce qu'on m'a demandé d'intervenir dans des entreprises en disant, voilà, est-ce que tu pourrais réaliser un audit managérial? Et souvent, eh bien, je constate que ce qui manque, c'est l'assertivité. C'est cette capacité du dirigeant à être à la fois vrai, tout en respectant les personnes. On parle d'associer l'exigence et la bienveillance. Là, on va un peu plus loin. C'est la vérité avec la bienveillance, avec l'intelligence, avec la capacité à adapter son message pour que chacun puisse l'entendre intelligemment. Et bien, je pense que c'est une des vertus qu'il faut travailler, notamment pour manager dans l'incertitude.
Et puis enfin, ne pas occulter, et je pense que c'est trop occulté dans le monde de l'entreprise, c'est la reconstruction post-incertitude. On a vécu quelque chose de dur, et eh bien, il va falloir rebondir ensemble. Il va falloir se reconstruire individuellement et collectivement. L'armée a monté, à l'issue de l'Afghanistan, ce qu'on appelle un SAS de décompression, justement pour poser les choses. Personnellement, j'ai été confronté à ce qu'on appelle, je faisais état d'un syndrome post-traumatique, et j'ai été dans ce SAS de 3 jours à Chypre, reconstruit par des coachs, par des psychologues qui m'ont permis de poser les choses et qui ensuite m'ont accompagné pour revenir dans ma famille et dans ma vie professionnelle plutôt équilibré et pour reconstruire. Ça, c'est sur l'aspect individuel. Et sur l'aspect collectif, eh bien, on a travaillé avec nos équipes à écouter chacun pour percevoir des fragilités et puis à remobiliser les équipes. Alors, comment on l'a fait? Pour reconstruire l'individu, en particulier, c'est l'écoute. Alors, l'écoute par des psychologues, par des psychiatres aussi, mais l'écoute par le management de proximité. C'est vous, dirigeants, managers, qui avez cette tâche d'écouter à la fois le verbal et le non-verbal, justement pour reconstruire. C'est quelque chose qui a été souvent occulté après le Covid. On a vécu quelque chose de très dur, une vraie crise pour l'entreprise, pour les individus, et on a voulu repartir peut-être un peu vite. Eh bien, passer du temps à écouter, à parler, à lâcher prise. Vous voyez, on était à Paphos, à Chypre, et on a fait un peu de jet ski, quelque chose qui était complètement ubuesque par rapport à ce qu'on vivait 2 jours auparavant sur la base avancée de Tagab. Et puis, ne pas hésiter à se faire aider. Il y a tellement de dirigeants aujourd'hui, on l'a encore vécu malheureusement au mois de juillet, qui partent en burn-out, voire qui mettent fin à leur jour parce qu'ils ne trouvent plus les clés. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir des spécialistes qui sont en capacité à nous écouter et à nous faire nous reconstruire individuellement. N'hésitons pas. C'est un militaire qui parle. On dit le militaire, il est fort dans sa tête. Je me fais actuellement accompagner par une psychologue pour un certain nombre de sujets. Je pense que c'est déterminant. C'est une vraie intelligence des choses que d'accepter, d'avoir l'humilité de se faire accompagner. Et puis, voilà, comment on tire les enseignements de ce qui s'est passé. On parle de RETEX dans le monde militaire, on parle de REX dans le monde de l'entreprise. Est-ce que vous avez, après le Covid, passé du temps pour faire ce retour d'expérience, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait tirer de tout ça? Le monde militaire le fait systématiquement. Analyser les décisions stratégiques, comment est-ce qu'on peut restructurer, faire un mémento de gestion de crise qu'on a construit avec les CPA 2020 il y a quelques temps, et puis comment retisser des liens, réapprendre à travailler ensemble, notamment pendant cette crise du Covid où on a été incité à faire du télétravail. Comment est-ce qu'on arrive à retisser des liens? Nous sommes des animaux sociaux, on a besoin d'interaction avec l'autre et il est important de reconstruire, de rebâtir des communautés. Alors, je synthétiserai un petit peu tout ça par le fruit d'un travail avec nos dirigeants qu'on forme, de besoins structurels et conjoncturels des dirigeants, à la fois renforcer ce qu'on appelle cette colonne vertébrale du dirigeant, sa capacité à discerner dans la complexité, à agir dans l'adversité et puis à décider dans l'incertitude. Donc, comment on y arrive? Par la méthode, par l'ouverture d'esprit, par revenir sur les fondamentaux de l'entreprise. C'est exactement le programme proposé par le CPA. Travailler la philia, l'amour de l'autre, développé par Aristote. Il n'y a pas de bon dirigeant sans philia, disait Henri II, un philosophe qui intervient aujourd'hui à Saint-Cyr et qui était directeur de Stan. Et puis, comment travailler la résilience, l'assertivité, le leadership, la connaissance de soi. Voilà. Travailler cette colonne vertébrale de dirigeants, mais aussi essayer de travailler sur les besoins conjoncturels des dirigeants. Former des dirigeants en capacité de veille, des dirigeants résilients par rapport au monde économique, des dirigeants inspirants par rapport à l'évolution des jeunes, des dirigeants innovants, capacité à intégrer l'IA dans leur entreprise, des dirigeants frugaux, cette sobriété dont on nous parle beaucoup, et puis enfin des dirigeants influents qui sont en capacité à générer des réseaux et à agir sur ces réseaux.
troisième partie que je voudrais vous partager, qui est plutôt tournée sur les outils que je vous propose. Alors, ça c'est un outil qu'on a créé avec le CPA. Vous connaissez probablement tous la matrice d'Eisenhower des managers, c'est-à-dire, eh bien, je vais me concentrer sur l'urgent et l'important. Eh bien, on vous dit non. Vous, dirigeants, eh bien, vous devez vous concentrer sur ce qui est stratégique. Donc, il y a une autre dimension qui est indiquée ici par la taille des bulles, un peu comme la matrice McKinsey. Voilà. La taille des bulles, et peut-être que ce n'est pas urgent, mais c'est important et c'est stratégique. Et c'est là où vous, dirigeants, vous devez vous concentrer, donc passer de l'opérationnel au stratégique. Alors, la stratégie, de définition, une militaire, hein, l'art de faire évoluer une armée hein, jusqu'au moment du contact, et puis de l'entreprise, les actions menées par toutes les fonctions d'une entreprise, donc un aspect globalité, et un objectif donné dans la durée, donc un aspect de durabilité. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut bien percevoir au travers de ces définitions, c'est qu'on n'est pas sur de la tactique, on n'est pas sur de l'opérationnel, on est vraiment sur quelque chose de moyen et long terme qui concerne l'intégralité d'une entreprise. Et ça, souvent, les dirigeants ont tendance à confondre l'opérationnel et le stratégique. Un dirigeant doit accepter d'avoir cette posture stratégique, et c'est ce qu'on lui demande en priorité dans l'entreprise. Alors, comment on y arrive? Ça, alors vous n'allez rien comprendre, c'est normal, mais néanmoins, je voulais vous le partager parce que c'est montrer que le monde militaire a une structure d'analyse stratégique extrêmement méthodique. Et de fait, en partant du bas vers le haut, en lisant la diapo à gauche, donc d'abord je vais analyser la mission, je vais analyser le cadre général de l'action, et à partir de là, je vais en faire des synthèses stratégiques, je vais proposer des choix à mon chef militaire, général, colonel, qui commande les structures, je vais proposer un effet final recherché. Mon général, c'est vers là qu'on doit tendre, et à partir de là seulement, on va rentrer dans le comment, c'est-à-dire comment va agir l'ennemi, comment nous, on va agir face à l'ennemi. Donc, vous voyez, il y a cette dimension opposition entre un ami et un ennemi qu'on trouve peut-être un peu moins dans le monde de l'entreprise, mais notamment, c'est assez parlant de cette méthode qui va analyser de quoi s'agit-il, le cadre général de l'emploi, le pourquoi, hein, on parle beaucoup de sens, l'esprit de la mission qui nous est donnée, qu'est-ce qu'attend notre chef direct, la lettre, qu'est-ce qu'il nous demande précisément, quelle est la mission qui nous est donnée. Et puis à partir de là, on va travailler sur le contexte, l'environnement économique, politique, etc., les caractères de temps, les caractères de lieu, et puis malgré qui, contre qui, avec quoi. Voilà, tous ces paramètres qui vont nous permettre de mieux analyser l'environnement de l'entreprise, l'environnement du monde militaire avant de s'engager, bien évidemment. Eh bien, je partage la méthode du CPA, hein, encore une fois, formation de dirigeants par les dirigeants, une méthode dite en diabolo. Donc avec cette première partie, le haut du diabolo qui est plutôt le travail d'analyse, le milieu du diabolo qui est le travail de synthèse et puis de décision, et puis enfin le bas du diabolo qui est ce travail de déploiement de la stratégie. Et ça, c'est extrêmement important parce que finalement, eh bien, on voit qu'il y a un certain nombre de paramètres. On va travailler sur l'analyse de l'environnement macro, mezzo, micro. On va travailler sur l'analyse des ressources de l'entreprise. On va travailler, ce qui est très important et ce qu'on voit aussi dans le monde militaire, sur les volontés des actionnaires, volontés des dirigeants. Regardez Danone, Emmanuel Faber, qui a été sorti par des actionnaires minoritaires parce qu'ils n'avaient pas perçu l'importance de rentabilité qui était imprimée par ces actionnaires et qu'il était très tourné vers le sens, vers le social, vers le sociétal. Donc, vous voyez, c'est extrêmement important de percevoir cette volonté des actionnaires qui sous-tend eh bien, toute l'analyse et aussi toute la synthèse. Et c'est pour ça qu'on ne parle plus de SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace, mais de SWOT+, parce qu'on va confronter ces forces, ces opportunités, ces menaces aux volontés des actionnaires dirigeants, mais aussi aux facteurs clés de succès du marché dans lequel on se trouve. De fait, on formule une problématique, on va élaborer une vision,
une mission, un dessin stratégique, et à partir de là, on va définir le business model, la stratégie dans les fonctions de l'entreprise, le plan d'action, le plan de financement, comment créer de la valeur autre que financière, le pilotage, la conduite du changement. Vous voyez, on voit bien que tout est pris en compte dans ce travail d'analyse et de déploiement de la stratégie des dirigeants. Et de même, alors là aussi, c'est peut-être un peu chargé, mais néanmoins, j'ai voulu faire tenir sur une même diapo, eh bien, ce travail de méthode, de décision, de réflexion, d'analyse en temps court. Alors, j'appelle ça en temps de crise, mais on peut dire en temps court. Souvent, là aussi, on n'a pas le temps, donc on ne fait pas. Ou au mieux, on va faire une SWOT, mais complètement, je dirais, fragile, parce que ne prenant pas en compte les volontés actionnaires, les facteurs clés de succès, ou un certain nombre de paramètres. Eh bien, pour cela, le monde militaire a mis en place un moyen qui partage avec le monde de l'entreprise, un moyen mémotechnique, MIMORI, l'analyse de la mission. Pourquoi, quoi, quand et où. Là, on est sur la mission en général. Ensuite, on va analyser les moyens, avec qui on va œuvrer, avec quoi, quels sont les matériels, les équipements, et puis ensuite les risques auxquels on va être confronté, risques humains ou risques matériels, paramètres extérieurs. Eh bien, ça, c'est quelque chose qu'on décline de la méthode d'élaboration en décision opérationnelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, toute cette structure militaire très lourde qu'on va utiliser lorsqu'on prépare un plan d'engagement en Afghanistan, on va travailler quasiment 15 jours là-dessus, et bien là, on va l'utiliser de manière beaucoup plus succincte, dans un temps très court, et tout ça pour ne rien oublier dans ces paramètres d'analyse. Et ceci permet, en particulier, de réduire les champs de l'incertitude, parce qu'on se raccroche à un fil rouge structurel qu'on a pu pratiquer. Et de fait, on débouche sur ce qu'on appelle l'effet majeur ou l'effet final recherché, ce qui, à coup sûr, va permettre de remplir la mission qui nous est donnée, en analysant tous les points clés de la mission, des moyens et des risques. Et puis, alors à côté, sur la partie droite de la diapositive, eh bien, on a là aussi une méthode qui s'appelle la méthode du VER, d'analyse stratégique du dirigeant, qu'on peut utiliser dans le temps court, où très rapidement, eh bien, on va analyser à la fois les volontés stratégiques du dirigeant, on va analyser les ressources de l'entreprise, on va analyser l'environnement, et de fait, eh bien, on va être en capacité à avoir une bonne vision des points clés de l'environnement et de nos ressources, et de fait, à s'y adapter. Et là, pourquoi il y a un clou qui est posé sur les volontés, parce que très souvent, les volontés stratégiques d'une entreprise, sauf changer d'actionnaire ou de dirigeant, sont immuables. En revanche, l'environnement évolue régulièrement et, de fait, les ressources vont devoir s'adapter. Et parfois, quand on change d'actionnaire, eh bien là, ce sont les volontés qui vont évoluer, mais là aussi, c'est le pilier ressources qui va nous permettre de nous adapter. Autre, et là on rentre plus sur l'aspect déploiement de la stratégie, le monde militaire a un plan d'action, là aussi très succinct, situation, donc présentation aux équipes de la synthèse des points clés de notre analyse, mission, quelle est la mission qui nous est donnée par le N+1, exécution, voilà, quel est l'effet final recherché, quel est l'effet majeur retenu, la chronologie, dans un premier temps on va faire ça, dans un deuxième temps on va faire ça, dans un troisième temps, et puis surtout, et ça c'est souvent oublié dans le monde de l'entreprise, qui fait quoi? Quelles sont les tâches qui incombent aux équipes? Qui est responsable de quoi? Et à partir de là, eh bien, on va mettre de l'huile dans les rouages en mettant en exergue un certain nombre de points de coordination, que ce soit des points d'étape, ce qu'on appelle les LIMA dans le monde militaire, comment on va travailler la transmission, la communication, la répartition des équipements des armements et le médical. Eh bien, en parallèle, eh bien, on peut aussi avoir dans le temps court une structure, une méthode qui permet de rien oublier pour le dirigeant d'entreprise. Eh bien, je vais m'exprimer devant mes équipes en donnant ma vision. Voilà, Decathlon qui disait on va amener le sport à la portée de tous. C'est une vision, c'est qu'est-ce que j'apporte avec mon entreprise à la société. La mission, c'est quel métier et quelle place on doit tenir.
voilà, quel est mon métier? Est-ce que le métier évolue? Je suis concepteur de carreaux de grès de cérame, je deviens designer de sol. Ce n'est plus le même métier. Suite à mon analyse, je change de métier et je me positionne sur une nouvelle stratégie. Eh bien, quel métier? Et puis, est-ce que je veux être référent régional, national, international? Métier, place dans l'écosystème. Et puis enfin, eh bien, après, il va falloir rentrer dans le détail. Quel est le dessin stratégique? Multiplier par 2 le chiffre d'affaires en 5 ans, déployer un modèle unique de formation de dirigeants, déployer une communauté CPA France. Et puis à partir de là, pareil que pour le monde militaire, dans un premier temps, à court terme, qu'est-ce que je vais faire? Je vais préparer mon déploiement. Dans un deuxième temps, à moyen terme, je vais me déployer au niveau national et thématique et je vais de fait adapter la stratégie ou les opérations par rapport à ce que je vois dans le test and learn. Et puis enfin, eh bien, le long terme, c'est qu'est-ce que je veux être dans 5 ans, me déployer dans les pays francophones. Et sans oublier, là aussi, le plan d'action qui va incarner tout ça. Donc vous voyez, là aussi, il y a 2 méthodes, la méthode militaire, la méthode du dirigeant, pour, dans des temps courts, eh bien, ne rien oublier, structurer à la fois son analyse, son déploiement et, de fait, sa communication. Alors, je voulais terminer par cette diapo parce qu'elle m'est chère. Si j'interviens aujourd'hui devant vous, c'est aussi pour parler au nom des militaires. J'ai été 30 ans militaire. Ces jeunes, vous le voyez tout à l'heure, je vous ai parlé, ce jeune de 19 ans qui est rentré dans l'armée à 18 ans, qui est décédé au combat en Afghanistan lors d'une embuscade. Eh bien, ne les oublions pas. Et c'est un peu le message que je vais vous faire passer. C'est on a la chance d'avoir des jeunes qui s'engagent, qui donnent beaucoup. On a une institution qui donne beaucoup. Le chef d'état-major des armées qui vient de quitter a dit heureusement qu'on a ces jeunes en capacité d'engagement. Eh bien, n'oublions pas que derrière un texte laconique sur des chaînes de télévision, le Xème mort en Afghanistan, eh bien, il y a des personnes, il y a des familles et il y a des jeunes qui se sont engagés. Et je vous demande d'y penser lorsque vous pensez au monde militaire qui a été un des moments de partage de ce matin. Voilà. Alors, les questions, de fait, ce n'est pas interactif, donc je ne vais pas pouvoir y répondre. De plus, on a achevé l'heure qui m'était consacrée pour ce beau moment de partage avec vous. J'espère, comme je le disais en préambule, vous avoir inspiré, avoir incarné certaines choses concernant eh bien, ce qu'on vit dans le monde militaire par rapport à l'incertitude. Également, comment on manage, comment on apprend à manager, que ce soit à Saint-Cyr, que ce soit à Polytechnique, que ce soit en formant des dirigeants au CPA France. Et puis comment eh bien, on utilise des méthodes finalement qui ne sont pas si compliquées que ça à comprendre, à pratiquer et à utiliser. Effectivement, le fait de se former participe à mieux maîtriser à la fois ces enjeux de posture et ces enjeux de méthodologie pour gérer et de fait transformer l'incertitude en opportunité. C'est un peu la conclusion que je voulais apporter. Bien évidemment, on est confronté à l'incertitude, tout le monde est confronté. Ceux qui s'en sortent, ce sont ceux qui, de manière méthodique, avec une posture de dirigeant lucide, sereine, eh bien, qui arrivent à trouver les opportunités pour, de fait, dépasser leurs concurrents. Et j'aime bien cette définition de la crise chez nos amis chinois. C'est à la fois un danger et une opportunité. Eh bien, sachons trouver ces opportunités de par notre lucidité, de par notre posture de dirigeant, mais aussi de par notre méthode. N'hésitez pas à me poser des questions, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon adresse mail, beaucoup se sont inscrits via LinkedIn, donc je suis très présent sur LinkedIn. J'y répondrai avec grand plaisir et je vous remercie infiniment pour ce beau moment. Alors,
pas très interactif parce que je ne suis pas en capacité à répondre directement à vos questions. J'ai essayé de prendre en compte toutes les questions qui m'avaient été posées pour les intégrer dans ma présentation. Mais en tout cas, voilà, ça sera un grand plaisir de répondre directement ou indirectement si vous me sollicitez. Merci, je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à venir vous former au CEPI, au CPA, puisque c'est ce qu'aujourd'hui je porte. Vous avez la chance d'avoir une belle équipe à votre service, à la fois pour former les personnes, former les entreprises. N'hésitez pas, c'est primordial face à l'incertitude. Merci beaucoup.